Salut à toutes et à tous, nous sommes ici au Parlement de Strasbourg. On va faire une émission spéciale soignants suspendus. Nous vivons un scandale incommensurable, peut-être le plus grand scandale du XXIe siècle. C'est celui des soignants, des pompiers, des administratifs, de tous ceux qui ont été suspendus parce qu'ils ont refusé une injection. Cette émission, mes chers amis, elle vous est dédiée et je suis vraiment heureux et fier de la faire. Sous le haut patronage, évidemment, de députée Virginie Joron qui nous invite. Bonjour, chère Virginie. Bonjour. Merci beaucoup pour cette émission, de nous inviter. Les soignants suspendus, c'est quand même les pompiers, les administratifs et tous ceux qui ont été suspendus, qui ont perdu leur travail, c'est-à-dire je ne sais combien de milliers de personnes, parce qu'on n'a pas les chiffres. Pour le dire, c'est le plus grand scandale de ce XXIe siècle. Tout à fait, et encore incompréhensible, puisqu'on se rend compte qu'on reste le seul État, il y a 27 États membres dans l'Union européenne, qui continuent à faire perdurer cet acharnement. Donc je ne comprends pas. Depuis le début, j'ai trouvé qu'il y avait une injustice totale à s'acharner sur ce personnel soignant, comme vous l'avez dit, du médical à l'administratif et aux pompiers, on va le voir ensuite. Et peut-être dans un contexte de crise, c'était peut-être, pourquoi pas, une mesure adéquate, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que ce qu'on nous avait vendu comme nécessaire, comme par exemple le vaccin qui a empêché la transmission, qui a empêché même la contamination et même d'avoir la maladie. On s'est rendu compte au fur et à mesure du temps que ces arguments sont tombés à l'eau, grâce notamment à cette commission Covid où je siège, où on peut poser des questions, notamment au laboratoire Pfizer qui nous a répondu que ce vaccin n'avait pas été testé, notamment sur la transmission, pour empêcher la transmission du Covid. Donc pour moi, c'était important de vous inviter parce que je trouve inadmissible que cette suspension perdure. Aucun argument scientifique n'a été mis en avant, aucun argument juridique aussi. Et aujourd'hui, on nous parle d'arguments éthiques. Je suis désolée, c'est inhumain. Il n'y a pas d'éthique liée à cette dite suspension. Donc, je suis heureuse de vous avoir aujourd'hui et j'aurai peut-être l'occasion de vous démontrer factuellement que tous les États membres aujourd'hui n'ont plus ou sont en cours d'ôter cette vaccination obligatoire. Le dernier en date, c'est l'Allemagne. Et j'ai encore posé cette question cette année auprès de la Commission. Et vous verrez que ces réponses sont assez ironiques, je dirais, pour nous, Français. Merci beaucoup, Madame la députée. Merci à vous. Et bravo aussi pour votre combat, parce que ça n'intéresse pas beaucoup les hommes et femmes politiques dans notre pays, malheureusement. Alors, avec moi aujourd'hui, docteur Gaillet, médecin infectiologue et hygiéniste radié, et ainsi que Pierrick Thévenon, pompier suspendu. Exactement. Donc voilà, je suis vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui tous les deux sur ce plateau. On va commencer Merci de votre invitation. Docteur Gaillet. Vous êtes infectiologue, vous êtes hygiéniste et vous avez été radié parce que vous avez soigné des gens. Oui. Donc, c'est ce que j'appelle une radiation sur ordonnance, faisant allusion à un film culte de 1975, 7 morts sur ordonnance. Comme vous l'avez rappelé, je suis infectiologue parce que cette compétence m'a été contestée. On a contesté beaucoup de choses. On m'a taxé d'usurpateur. Justement, dites-nous tout ce que vous êtes, parce que vous avez un CV très long, vous étiez deuxième de votre promo. Alors, je suis vice-major de l'internat, je suis médaille d'or de l'internat, et surtout, je suis ancien interne des hôpitaux, mais ancienne formule, c'était un concours difficile, et j'ai fait 1 an et demi en maladie infectieuse tropicale, que j'ai complété par 2 ans et demi en tant qu'assistant chef de clinique. Donc je suis ipso facto infectiologue, même si je ne suis pas inscrit comme tel sur les tableaux, parce que j'ai choisi tout simplement de garder une polyvalence d'activité. Je suis interniste, infectiologue, et je peux même prétendre à la compétence d'hépatogastroentérologue, parce que j'ai un cursus très allongé et vraiment très investi. Voilà. Donc déjà, l'ordre m'a contesté cette compétence sans même savoir qui j'étais. Et j'ai été radié uniquement pour des prescriptions. À la suite... Surtout que vous avez été en plus, faut le dire, dénoncé par des pharmaciens. Par des pharmaciens d'officine.
alors que j'ai toujours eu d'excellents rapports avec les pharmaciens d'officine et les pharmaciens d'hospitalier, je peux dire vraiment que je fais partie des quelques médecins qui n'ont jamais, au grand jamais, dit du mal de pharmaciens. Au contraire, je me suis toujours évertué à les défendre, à les valoriser, alors que j'ai des confrères médecins qui ont tendance à les dénigrer, les rabaisser. Pour moi, médecins et pharmaciens, nous exerçons des professions qui sont parfaitement complémentaires. Le médecin, il connaît sa patiente et son patient, il connaît ses antécédents, il connaît son terrain, il connaît sa maladie, et il ne peut pas connaître tous les médicaments, aussi bien que les connaissent les pharmaciens, qui ont une connaissance exhaustive et détaillée de tous les médicaments de la pharmacopée, ainsi que leurs effets, bien sûr, pharmacodynamiques, pharmacocinétiques. Je vais passer, merci beaucoup, cher docteur. Alors, cher Pierrick, pompier, suspendu depuis 15 septembre, c'est ça? Exactement. Comment on vit sa suspension? Surtout qu'on a donné toutes ces années à la collectivité, qu'on a sauvé des gens, des flammes. Comment on reçoit ce message? Alors, je savais à quoi m'attendre de toute manière, puisque ma décision elle a été prise depuis un petit moment sur je ne subirai pas, entre guillemets, cette pression pour absolument nous faire, permettez-moi le terme, mais se faire injecter, enfin se faire vacciner. Et donc, moi, dans un premier temps, en plus, je vais commencer en fait à me mettre en grève à partir notamment du 8 août, enfin du lundi 9 août pour être exact. Pour la simple et bonne raison que la loi du 5 août qui imposait l'obligation vaccinale, avant le 15 septembre, il était demandé aux soignants et assimilés, enfin tous ceux qui rentraient dans le champ d'obligation vaccinale, de venir avec un test négatif de moins de 72 heures. C'est-à-dire que moi, au mois d'août, si je voulais continuer d'aller travailler, il fallait que j'aille me faire tester avec des PCR 3 fois par semaine. Je refusais ce principe-là. Donc, je m'étais mis en grève pour, entre guillemets, me protéger. Le syndicat Sud et d'autres syndicats avaient déposé justement des préavis de grève pour protéger les soignants qui souhaitaient ne pas justement se mettre en position de grève pour contester cette obligation vaccinale. Et le 15 septembre, enfin le 16 septembre pour être exact, j'ai reçu ma lettre en recommandé avec accusé de réception, me suspendant. Donc j'ai reçu 2 lettres, puisque j'ai 2 statuts. Donc pompier professionnel depuis le 1er février 2012 au centre-ville de Lyon. Voilà, donc dans l'une des plus grosses casernes lyonnaises. Et j'avais également le statut de sapeur-pompier volontaire, là où je réside, dans les Monts du Lyonnais, où je m'étais engagé donc, depuis l'âge de mes 16 ans, c'est-à-dire que ça faisait 17 ans que j'étais pompier volontaire. Et donc on le vit comme un coup d'arrêt du jour au lendemain. Mais et dites-moi, depuis la suspension, et ça, je veux que les gens le sachent, parce que je sais que les gens ne le savent pas, comment, et je vous pose la question à vous Pierrick, ainsi qu'à vous docteur Gaillet, comment vous vivez? Avec quel argent vous vivez? Parce que les gens ne savent pas la réalité de la suspension, aussi financière. Alors, pour ma part, donc ça a été compliqué. Je savais que je m'engageais. Pour ma part, c'était du coûte que coûte. C'est-à-dire, c'était véritablement, je ne subirais pas, même s'il va y avoir des pressions financières, je ne subirais pas, on va dire, ce chantage. C'était dur. J'ai vendu ma voiture personnelle. Pour dire, j'avais par exemple une Ford Fiesta pour mettre un petit peu d'argent pour tenir quelques mois. Après, il y a eu des dons d'argent. On a eu justement des dons de personnes qui ont voulu nous aider, qui nous ont dit, enfin, d'eux-mêmes, qui sont venus vers nous, on veut vous aider pour subvenir quand même un petit peu à vos besoins. Donc, ce qui a permis de tenir quelques mois. Et j'ai également, donc, moi, une seconde activité que j'essaie de développer pour pouvoir en vivre. Je fais de la formation, sans dire le nom de l'entreprise, je fais de la formation dans les entreprises, formation extincteur et autres. Et donc, c'est avec cette deuxième activité que j'essaie de développer que je veux essayer de subvenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez ni assurance chômage, ah non, pas du tout. Rien ni du tout. Indemnité, ni rien. Et vous avez dû vendre votre voiture pour payer votre loyer. C'est ça. Alors on apprend à du coup à vivre avec beaucoup moins de choses. Il y a, j'ai vendu le véhicule personnel, donc pas d'assurance chômage, pas d'aide ou quoi que ce soit. Et puis du jour au lendemain, vous avez votre salaire. Moi j'étais à un peu plus de 2 000 € net par mois à rien du tout. Et avec surtout le temps de rattrapage, forcément, le temps que les services payent, nous mettent à jour, en gros guillemets, les documents. J'ai, par exemple, sur le mois de septembre, perçu ma paye en intégralité. Donc, forcément, ils sont venus rechercher et prélever sur nos comptes le trop perçu depuis le 15 septembre, quoi. Et vous, cher docteur, comment vous faites? J'ai été suspendu le 15 septembre. Comme
mon collègue, on m'a demandé de rembourser les 15 derniers jours de septembre avec des poursuites. C'était quelque chose de très dur. C'est-à-dire qu'on vous amenez les huissiers? Quand même pas, mais c'était une menace de saisie sur mon compte. Mon épouse étant infirmière, c'est bien difficile. J'ai pu obtenir de ma banque, mais vraiment ça a été difficile, un prêt bancaire. Et puis par ailleurs, heureusement, une de mes nièces qui est assez riche, enfin qui est à l'aise, m'a fait une très grosse avance financière avec un délai de remboursement. Elle m'a dit tu me rembourseras. Mais sans ça, j'étais noyé. J'étais complètement noyé, coulé financièrement. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un docteur, deuxième de sa promotion. Je tiens à dire que je suis strictement salarié du secteur public. Je n'ai jamais exercé d'activité privée. Bien sûr. Mais voilà. on a un docteur, infectiologue, deuxième de sa promo, un pompier qui a été 17 ans pompier et à qui on assèche les vannes, en gros, et qu'on va mettre quasiment à la rue, quoi. On vit dans ce pays-là aujourd'hui. C'est ça, c'est exactement ça. Et ce n'est pas tout. J'ai présenté un certificat de bon rétablissement de la Covid. C'est une des dispositions de la loi. Ouais. Et on a refusé ce certificat de bon Qui vous l'a rétablissement. refusé? La directrice adjointe des affaires médicales du CHU. Et comment l'a justifié? Au motif que je me suis fait un autocertificat de bon rétablissement. Mais ce à quoi je lui ai répondu, un médecin ne peut pas se faire un autocertificat de coups et blessures. Il ne peut pas se faire un autocertificat d'aptitude au sport ou d'aptitude à piloter un avion. Mais rien ne dit, aucun texte ne dit qu'un médecin ne peut pas se faire un autocertificat de bon rétablissement d'une maladie, parce que ça repose sur des critères objectifs. Je vais présenter un dosage quantitatif d'anticorps protecteurs contre le SARS-CoV-2 par méthode ELISA, montrant qu'après la Covid que j'ai développée en mars 2020, j'étais bien immunisé et j'ai montré ce taux d'anticorps. J'ai donné ce certificat de bon rétablissement assorti d'un autocertificat, mais aucun texte ne l'interdit et on me l'a refusé. Dites-moi, cher Pierrick, Oui. Est-ce que dans votre caserne, il y a eu une forme de solidarité? Est-ce que les syndicats se sont élevés contre votre suspension? Comment ça s'est passé? Alors, sur la première question, sur la partie, donc notamment caserne. Dans ma caserne où je suis professionnel, sur à peu près 80 pompiers professionnels, je suis le seul suspendu. Le seul suspendu. Quelques collègues, rares collègues, ont pris des nouvelles, mais sinon, ce qui était délicat, c'est que ce soit au sein de la caserne professionnelle ou volontaire, alors je m'entendais bien avec tout le monde, hein, et du jour au lendemain, c'est on-off. On n'entend plus rien, plus personne. Même nos chefs, qui n'avaient pas spécialement d'animosité, n'ont même pas spécialement pris comment t'es suspendu, comment ça se passe ou quoi que ce soit. On-off, clairement. Sur les syndicats, il y a un syndicat que je tiens à remercier, le syndicat Sud, notamment SUDS10, qui dès le départ, dès qu'il y a eu la loi de la promulgation, dès qu'il y a eu cette proposition de loi, s'est mobilisé tout de suite. Et pourtant, vous avez, alors je ne suis pas spécialement censé évoquer, mais ils ne sont pas contre la vaccination. Hein. Parmi le syndicat, vous avez une majorité de pompiers qui sont justement vaccinés, mais qui ont dit qu'il faut que ça reste un choix libre et éclairé. Et surtout, ils ont vraiment eu la perception et l'approche de défense des droits des travailleurs. Au sens du on ne va pas suspendre. C'était vraiment contre la suspension, le principe de suspension même, qu'ils se sont élevés. Ils disent on ne peut pas comme ça laisser faire une loi où on va du jour au lendemain, alors qu'on défend les emplois, on est censé défendre les employés, les salariés, on ne va pas non plus demain les mettre à la porte comme ça, d'un claquement de doigts. Donc le syndicat SUDS10 s'est mobilisé. Très rapidement, ils ont saisi, donc moi je m'étais positionné sur une requête qu'ils ont souhaité faire auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, donc on est en tête de dossier. Au début, ils l'avaient saisi au nom de l'article 39 de mémoire, on va dire en urgence, pour essayer d'avoir une réponse avant le 15 septembre. Ils se sont dit, de toute manière, là, étant donné qu'il y a eu une demande auprès du Conseil constitutionnel, qu'on voit qu'en France, il y a très peu de chances que ça aboutisse, on essaye, même si la probabilité est faible, on essaye déjà d'aller, entre guillemets, taper directement à la porte de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc au début, en procédure d'urgence, pour essayer d'avoir une réponse le plus rapide, avant le 15 septembre, pour essayer de faire tomber cette loi. On était vraiment sur on était dans une période où on avait un mois et demi, entre guillemets, pour agir, quoi. La Commission européenne des droits de l'homme a dit donc on ne reçoit pas au nom de l'urgence votre
votre requête, mais par contre déposer une requête en fond, parce que ça nous intéresse. C'est une des seules requêtes d'ailleurs qui a passé le stade du greffe. C'est pour ça pour laquelle on a continué donc justement cette requête-là en disant, bon, on n'analyse pas en urgence, mais par contre déposez-nous une requête en fond sur les grands principes. Et donc avec le retour que vous avez déjà entendu parler, comme quoi en fait ils ont rejeté, comme quoi selon laquelle on n'avait pas épuisé les voies de recours internes. Donc alors, ça je l'entends, c'est typiquement du droit. Le syndicat Sud d'ailleurs dans les documents, parce qu'il y a eu des échanges entre la Cour européenne des droits de l'homme, l'État français et le syndicat Sud pendant plusieurs mois pour dire voilà les arguments de chacun, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela. Le syndicat Sud avait déposé un mémoire avec leurs avocats justement sur le fait pourquoi est-ce qu'on vient vous saisir directement, parce qu'avec le Conseil constitutionnel, on voit bien qu'il y a une probabilité d'aboutir en France qui est quasi nulle, donc raison pour laquelle on vient vous voir vous. Je pense qu'ils ont voulu essayer de se dire on va essayer d'exploiter quand même toutes les voies possibles. Et donc c'est quand même ce qui est dommage, alors je veux bien qu'il y ait du droit, mais c'est au bout d'un an, après plusieurs mois d'attente, où là, on a la Cour européenne des droits de l'homme qui nous dit vous n'avez pas saisi toutes les voies de recours internes. Mais on sent quand sans même nous le dire que, au départ. Oui. On sent quand même que l'État a réussi à vous Totalement. diviser sur cette histoire. Ouais. Par exemple, quand on a Dr Gaillet qui est dénoncé par des pharmaciens, alors j'ai la perception... ou votre caserne, vous êtes le seul visiblement. Oui. J'ai quand même la perception que là, dans l'esprit des soignants, même sous en poste, c'est en train de changer. Alors, on a les membres de notre gouvernement qui essaient de faire passer comme quoi, qui font des grandes communications pour dire les soignants encore en poste ne veulent pas le retour. Moi, de ce que je perçois quand j'échange encore avec des collègues, parce que je les échange, c'est pas du tout la perception que j'en ai, quoi. J'ai strictement aucun ancien collègue qui m'a dit mais on veut pas que tu reviennes ou quoi que ce soit. Et certains, tiens, oui, si tu reviens, ce serait avec grand plaisir. Et de toute façon, bien sûr, chez les pompiers, on oublie vite. Et puis voilà, donc il y a quand même des soignants aussi là qu'on fait taire, mais qui sont totalement favorables au retour de leurs collègues, surtout quand on voit en plus l'état de l'hôpital public. Voilà. Et puis après, pour terminer... Et vous, cher docteur, à votre CHU, est-ce que vous aviez peut-être des collègues qui vous ont soutenu Comment ça s'est passé Non, c'est plutôt un silence consensuel. Alors, les pharmaciens qui m'ont dénoncé ont envoyé mes prescriptions à la fois au conseil départemental et à un de mes collègues, comme par hasard. Ils n'ont pas cherché à me joindre. Alors, certains disent, en fait, il y a très peu de pharmaciens. C'est peut-être 3 ou 4. Et ce sont ces 3 ou 4 délations qui ont contribué finalement à me radier. Et ils ont envoyé mes ordonnances à mon collègue, qui, c'est de notoriété publique, ne me porte pas spécialement en estime. Mais lorsque vous apprenez cette délation, vous savez, l'éducation nationale nous apprend, depuis qu'on est gosse, l'occupation, la collaboration, ah oui, c'est pas bien. Et puis lorsque vous apprenez que vous avez été victime de délation, qu'est-ce que vous vous dites On retourne à ces temps anciens? C'est un sentiment de colère et puis finalement on se résigne parce qu'on se dit que nous sommes dans une société qui est aujourd'hui perverse par certains aspects et qu'il y a de la corruption et quand il y a de la corruption, il y a souvent de la délation. C'est tout un système qui est perverti, qui est corrompu. Et puis d'un autre côté, il faut dire que l'on pousse à la délation. C'est le zèle. Mais est-ce que la médecine française, tiens, pour le coup, parce que moi j'ai assisté il n'y a pas très longtemps au Conseil de l'ordre des avocats à la mise en accusation de Maître Divisio, donc je salue s'il regarde l'émission. Et on sent que parmi les avocats aussi, ils se cherchent, on va dire. Oui. Est-ce que là, c'est pareil, dans la médecine, on fait de la politique plus que de la médecine? Quand je suis allé m'inscrire pour la première fois au conseil départemental de l'ordre, c'était en Meurthe-et-Moselle, j'ai été reçu par le président qui me connaissait. Il m'a dit « Docteur Gaillet, je vous souhaite la bienvenue. Vous entrez parmi la grande communauté des médecins. Il faut tout de suite que je vous dise une chose, c'est qu'au cours de votre carrière, moi je vous connais, vous n'aurez aucun ennui avec les patients. Tous vos ennuis viendront de vos confrères. » Il m'avait annoncé la couleur tout de suite, quand je sortais de mon clinicien. Et donc, effectivement, les relations entre les médecins
eh bien, sont parfois tendus. Alors, comment faut-il expliquer ça? Je ne prête jamais d'attention aux gens. Mais il y a quand même des jalousies, il y a de la compétition, il y a des rivalités. Ce climat n'est pas serein. Et pourtant, moi, je n'ai jamais eu d'activité libérale. C'est-à-dire que j'ai toujours soigné des gens dans le cadre de mon activité publique. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un système concurrentiel. Et quand même. Merci beaucoup. Dites-moi, chère Virginie, quand vous entendez ces témoignages, C'est pour ça cela... fait mal au tripes quand même. Mais bien sûr, c'est pour cela que moi, depuis le départ, je me suis levée contre cette injustice et qu'il faut continuer. Et vraiment, moi, j'ai été touchée par votre témoignage lors de la conférence du professeur Perron, ici à Strasbourg. J'avais suivi votre dossier. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que moi, je vous ai aussi vu sur les télés au départ de la crise Covid. Vous étiez invité. Oui, et puis ensuite, Exactement. du jour au lendemain, Exactement. Parce terminé. qu'effectivement, et je pense que la crise Covid a mis en exergue deux camps. Il y avait le camp du bien, le camp du mal. Et on a décidé du jour au lendemain qu'une opposition, des questions autour de la vaccination. Moi, je ne suis pas anti-vaccin, j'ai mes 11, enfin, je ne sais plus, la dernière, c'est la fièvre jaune. J'ai toujours été, comment dire, et même ma fille, donc il n'y a pas de problème. J'ai toujours fait ce qu'il fallait. Mais du jour au lendemain, on nous a imposé un produit nouveau, puisqu'il est nouveau, il faut le dire, hein, l'ARN messager, thérapie génique. j'appelle ça des néo-injections. Voilà, Je donc, ne les appelle pas des vaccins. avec aucun recul, une autorisation sur la mise du marché de ce médicament conditionnel. Donc aucun recul sur ce vaccin du jour au lendemain, et puis on nous l'impose à coups de marteau. Et moi, je n'aime pas ça. Je veux qu'on ait du temps, je veux qu'il y ait des preuves, je veux qu'on nous laisse le choix, comme vous le savez très bien, un consentement libre et éclairé, c'est la base. Donc, depuis le départ, il y avait un problème autour de cette vaccination qu'on nous a imposée à coups de marteau, avec vous, et en fait, vous êtes l'exemple pour les autres. Ils ont dit, voilà, il y a deux camps, le camp du bien, le camp du mal. Celui qui va contre cette dynamique de toute vaccination, ça sera le mal, et il faut combattre ce mal. Et donc, ils ont fait mis en place un système où vous êtes pointé du doigt, et toutes ces personnes, si elles ne suivent pas la consigne, sera exclu de la société. D'ailleurs, M. Macron l'avait dit, on ira les emmerder jusqu'au bout. C'est poursuivi par d'autres aujourd'hui porte-parole. Et je regrette que ça la continue, puisque tous les arguments juridiques, scientifiques tombent. Mais comment ça se fait que nous sommes, nous, avec les Allemands, les derniers à les refuser, à refuser qu'ils reviennent dans la société? Parce que pour ce gouvernement, ils doivent servir d'exemple. Il faut sacrifier ces personnes pour faire peur aux autres. Parce que, attendez, la stratégie de la politique vaccinale, elle n'est pas terminée. Hein. Là, c'est vrai qu'il y a encore du choix pour la 4e dose, mais au niveau de la Commission européenne, tous les documents, parce que les gens ne sont pas au courant. Toutes les stratégies qui sont en cours. Et il faut savoir qu'il y a encore des achats de vaccins. La Commission continue à passer commande. C'est-à-dire qu'il y a eu 1,8 milliard, c'est ça encore Oui, encore 1,8 milliard. Et puis là, ils font des achats pour Valneva. Ils ont conditionné aussi. Qu'est-ce que c'est Valneva? Valneva, c'est pareil, c'est un nouveau médecin, mais qui est pas ARN messager, mais qui était dans les tuyaux depuis cet été. Et Ipra aussi. Ils vont commander chez Ipra aussi. C'est un vaccin espagnol. Donc la dynamique de l'achat de vaccins continue. Donc, j'achète des vaccins, il faut bien, à un moment donné, les donner et les fournir aux hôpitaux et au système de santé. C'est-à-dire qu'en gros, on n'en sortira jamais? A priori, non, puisque dans toutes les communications de la Commission, il y a la pandémie. Aujourd'hui, on est en pandémie et demain, il y aura des nouvelles pandémies. Il faut savoir aussi que la dynamique de la Commission, elle prend écho au niveau mondial. C'est-à-dire que là, il y a eu le G20 la semaine dernière, où vous avez, c'est très intéressant d'aller voir le résumé du G20, c'est-à-dire que dedans, vous avez des articles qui vous disent que demain, les futures pandémies vont être traitées par l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un peu la Commission, mais au niveau mondial. Parce qu'en fait, ils ont fait le test, grâce à la crise Covid, du système COVAX. COVAX, c'est-à-dire qu'ils ont fait un achat groupe. Alors, la Commission a fait un achat de 4,6 milliards de doses de vaccins. Le surplus, on a essayé de les refourguer en Afrique, dans les pays à faible revenu. L'Afrique, on a tous vu que personne n'en souhaitait. Mais quand même, ils ont considéré que c'était
une victoire pour la Commission. Donc ce qu'ils ont fait au niveau européen, ils veulent le faire au niveau mondial. Donc on reste dans cette dynamique. Et donc effectivement, certains États membres même la plupart, les 26, eux, Alors, il y a aussi une nuance, c'est-à-dire que beaucoup d'États membres, comme l'Italie et l'Espagne, ont été un des meilleurs élèves de l'Europe en termes de taux de vaccination. Donc, de ce fait, ça compense le fait qu'il y ait une partie qui n'ait pas voulu se faire vacciner. Et dedans se trouve sans doute du personnel médical. Mais au niveau de la France, je pense, et c'est Macron, il faut savoir... Tout part de là, parce que c'est Macron qui a dit à la Commission de faire l'achat des vaccins. C'est lui Bien sûr, c'est Macron. On ne savait pas ça. Ça, c'est une information que vous donnez. C'est Macron, au début, qui a dit, en pleine crise, qu'il faut mettre en place ce système d'achat. Parce qu'effectivement, optimisation... C'est pas les Allemands ou Mme von der Leyen, c'est M. Macron. Autre point, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Mme von der Leyen, vous savez pourquoi elle est là ? Parce que c'est Macron qui a décidé que ça soit Mme von der Leyen qui soit là. Parce qu'au départ, dans l'historique de la mise en place des présidents de la Commission, on appelle ça le Spitzenkandidat, c'est-à-dire que c'est le plus gros parti qui a gagné au niveau des élections européennes et c'est son chef de file qui doit être le président de la Commission. Et là, c'était un Allemand, normalement, c'était M. Weber. Mais M. Macron a dit non. Et donc, ils ont choisi un autre candidat, d'où Mme von der Leyen. Vous voyez, un petit peu... C'est intéressant de remettre en avant tout ce processus parce qu'on comprend maintenant le défilé de cette stratégie donc, mise en place de Mme von der Leyen. Ensuite, l'achat de la Commission, une nouveauté, puisque ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne qui dit qu'effectivement, crise exceptionnelle, donc on va mettre procédure exceptionnelle. Donc effectivement, c'est pour ça qu'elle s'est pris la liberté de négocier par SMS. Donc une souplesse dans les négociations et une souplesse dans la mise en place de la procédure, parce que sous prétexte de mesures d'urgence ou de crise exceptionnelle. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y a cette loi, moi que je dis scandaleuse, où on cible une population... C'est monstrueux. Et en plus, il y a une chasse à l'homme, parce que vous faites partie de cette chasse à l'homme, puisque vous faites partie du camp du mal. Et là, on le voit tous les jours que cette chasse à l'homme, elle continue. Vous, Monsieur Raoult, j'ai vu cette émission la semaine dernière, où c'était qu'à charge. On l'a vu avec le professeur Perrotte. Martine Vonner. Toutes les personnes qui, lors de cette commission, ont eu le malheur d'être dans le camp du mal, considérées par la bien-pensance d'être dans le camp du mal, aujourd'hui, ils y achètent chasse à l'homme. Une chasse à l'homme. Donc vous, identifiez. Ensuite, le personnel soignant, où on se dit on va les écraser, on va les épuiser jusqu'au bout, parce qu'ils doivent servir d'exemple pour l'autre partie de la société qui ne veut pas la 4e dose, parce que c'est ce qu'ils sont en train de remettre en place. Donc moi, je trouve ça injuste, malsain, et je dirais même dégueulasse, parce que sous prétexte, on est ici à l'Europe, on défend les valeurs fondamentales, la liberté, la démocratie, l'égalité des genres. On est là, c'est ici, on est dans cet antre de ces belles valeurs. Et on laisse pourrir des gens. J'ai vu cette semaine Karine qui s'est suicidée. Karine sait qu'elle a laissé 2 enfants. Et on les laisse crever. On les laisse crever en France en ce moment, alors qu'on continue comme si de rien n'était. On continue les stratégies. Et en même temps, on fait cette chasse à l'homme. Moi, je trouve ça scandaleux. C'est pour ça que je tenais vraiment à vous avoir aujourd'hui. Je pense qu'il faut continuer la voie juridique. Et aussi la voie médiatique, parce que les gens ne savent pas, il faut qu'ils prennent conscience que c'est inadmissible qu'en France, en 2022, les syndicats, il y a une partie qui se réveille, mais où sont les autres ? Où le droit des travailleurs, où sont-ils ? Est-ce que vos patients sont au courant de votre situation ? Oui, généralement, ils le sont. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils vous soutiennent ? Ils me soutiennent. Vous faites bien d'en parler. Parce que les patients ont peur de se plaindre des médecins, ils ont peur de se plaindre du système, ils ont peur de représailles de la part de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils ont très peur, ils sont encore intimidés par les médecins. Mais ils me harcèlent pour que je continue à les soigner, alors que je n'en ai plus le droit. Oui, mais ils vous harcèlent, mais s'ils ne font rien, vous ne les soignerez plus ? Beaucoup me disent, mais on est prêt à témoigner pour vous, on est prêt à témoigner pour vous.
mais dans les faits, ils se mobilisent très peu. Alors, j'ai ça- une avocate qu'est-ce que qui ça vous étudie plusieurs donne, voies de recours. Comme réaction sur ce qu'est la société aujourd'hui? Ben, la société aujourd'hui, à mon avis, est devenue un petit peu lâche. C'est-à-dire qu'il y a une valeur que j'estime beaucoup, c'est le courage. Et je me rends compte que c'est une valeur qui se perd énormément. Le courage, et ça consiste tout simplement à affronter, mais le danger utile, pas n'importe quel danger, affronter le danger, aller devant, prendre la parole, intervenir, prendre des risques, tout simplement. Mais quand on sait qu'on est dans la vérité, quand on fait ça et qu'on est animé de bonnes intentions. Je n'ai, en ce qui me concerne, aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires. Alors, quand même, concernant les produits injectables, je voudrais faire un petit point médical. Allez-y. Je n'appelle c'est pas ça important. des vaccins, j'appelle ça des néo-injectables. Ils proviennent d'une technologie de pointe vraiment ultramoderne. L'ARN messager, c'est une technologie révolutionnaire, mais ce ne sont pas des vaccins parce qu'ils ne répondent pas à la définition d'un vaccin. Un vaccin, c'est une préparation antigénique. La définition juridique de 2011, c'est ça? C'est la définition médicale. D'accord. Un vaccin, c'est une préparation antigénique qui est administrée à une personne pour la protéger d'une infection à venir. Un vaccin éduque le système immunitaire. Il réalise un apprentissage du système immunitaire vis-à-vis d'un agent infectieux que le corps n'a pas encore connu. Alors que l'ARN messager n'éduque pas le système immunitaire. C'est une instruction qui oblige nos cellules à fabriquer une toxine. C'est tout à fait différent. On force nos cellules. C'est quoi la différence? Alors, le vaccin réalise une situation naturelle. C'est un peu comme si l'on rencontrait un agent infectieux, mais d'une façon atténuée, c'est-à-dire c'est en quelque sorte un agent infectieux atténué, adouci. Ça réalise la même stimulation antigénique, mais sans gravité. Donc ça va permettre au système immunitaire d'apprendre à lutter contre cet agent infectieux sans l'avoir vraiment en face de lui. Alors que l'ARN messager, c'est une instruction qui force nos cellules, donc c'est brutal, à fabriquer la toxine, la protéine S, qui est en plus la partie dangereuse du virus. Voilà. Donc c'est une agression, et en plus on sait maintenant que ces néo-injectables ne protègent pas. Ne protègent pas. Ouais, Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. ouais. C'est-à-dire c'est une supercherie scientifique. Et c'est pourtant ce que Philippe Juvin est en train de dire aujourd'hui sur les plateaux, que ça protège. Alors qu'en même temps, quand on lui dit « est-ce que vous avez fait la dose de rappel ?», il dit « ben non, j'ai eu le Covid ». Donc il y a un non-sens complet. Ouais. Je voudrais juste rebondir sur un point important. Ça ne protège pas. Comme vous êtes médecin, c'est votre travail. Et moi, c'est pour ça que je ne rentre jamais dans ce domaine, parce que, je le dis, ce n'est pas mon domaine. Je préfère vraiment avoir vous l'expliquer. Aujourd'hui, au Parlement européen, il y a une campagne de vaccination pour nous. Et moi, demain... Pour vous, les députés? Les députés. Donc Voilà. demain, si je veux me faire vacciner, donc j'ai un petit laïus, ils me disent, voilà, prenez rendez-vous. Bon, je ne suis pas vaccinée, hein, donc c'est fait. Mais ils disent, voilà, pour la 4e dose, il faut avoir les 3e doses. Donc, si vous n'avez pas vos 3 doses antérieures, vous ne pouvez pas accéder à la 4e dose. Alors, je me dis, je vais essayer. Si je veux la 4e dose, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à la 4e, il faut que je fasse peut-être en une journée les 3 doses. Ça, c'est une question que je vais poser. Et la deuxième, c'est aussi intéressant de savoir que pour les enfants, qui a été validée, là, il y a très récemment la vaccination des enfants à partir de 6 mois, c'est le même protocole. Pour les vacciner, aujourd'hui, il faut qu'ils aient les 3 doses. Je expliquais comment, aujourd'hui, 2 ans après le premier virus, on arrive à ce stade qu'il faut, pour obtenir un 4e booster, aujourd'hui, moi, si je veux me faire vacciner, il faut les 3 doses, et idem pour les enfants. Cette notion de booster, c'est une notion qui a été inventée avec la Covid. Jusqu'à présent, avec les vaccinations que l'on utilisait, on n'employait pas la notion de booster. Il y avait une ou 2 injections, puis C'est après ça. des rappels. C'est la première fois qu'on parle de booster. Et ce sont tout ce que vous citez, ce sont des décisions arbitraires qui ne s'appuient pas sur des données scientifiques. Il faut quand même dire les choses, il faut Est-ce que c'est crever politique? l'abcès. C'est politique.
ça n'est plus sanitaire, c'est politique. On a fait mentir la science, on a travesti la science est dépravée et on a instrumentalisé une science dépravée. C'est gravissime. C'est-à-dire que ces néo-injectables sont des instruments politiques. Pour moi, je les vis comme des instruments d'asservissement de la population. Merci Asservissement. Cher Pierrick, Oui. quand vous voyez qu'on amène 5000 pompiers cet été venant de l'étranger, qui peut-être ne sont même pas injectés, on ne sait pas, Oui. C'est ça. qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait pas un déchirement? Vous dites, j'aurais pu être là, aider mon pays pour, je sais pas moi, en Aquitaine ou je sais pas, dans le sud de la Alors, France? il y a les deux. Il y a d'un côté, on dit mais c'est absurde. En plus, il n'empêche que, comme j'expliquais déjà, j'ai déjà eu expliqué à d'autres, pour lutter contre les feux de forêt, également, il faut des formations de spécialité en plus de notre socle de formation commun. Il s'avère que moi, en plus, je suis formé feu de forêt, notamment chef de gré pour être chef d'un camion feu de forêt et également formé à la conduite tout-terrain, donc des camions 4x4 de feu de forêt. Donc, tout ça pour dire que j'avais le panel complet qui me permettait potentiellement d'intervenir. Donc d'un côté, c'est un déchirement, et de l'autre côté, mais on trouve ça risible. On dit, mais ça devient du ridicule. Je reste convaincu, à titre personnel, ces propos n'engagent que moi. Je pense qu'à l'échelle de la France, on aurait pu se débrouiller aussi bien en moyens matériels qu'en moyens humains, avec notamment les suspendus. Je pense qu'on avait les ressources. Et ces feux de forêt où on fait venir des pompiers de Pologne, je crois, de Roumanie, je ne sais plus de quel pays, un peu d'Allemagne, je crois, de mémoire, qui sont venus, dont forcément on ne s'est pas spécialement intéressé au statut vaccinal parce que ces pays n'étaient pas soumis à l'obligation vaccinale pour les soignants, notamment pour les pompiers. Forcément, ça fait, entre guillemets, malheureusement, rire jaune un ensemble de personnes. Moi, le premier. Donc, des avocats se sont saisis. Qu'est-ce que vous dites, vos anciens collègues, par exemple, par rapport à ça? Alors, c'est sûr qu'en off, certains trouvent ça ridicule. Après, pour ma part, je reste convaincu que c'était... On en revient un petit peu à ce que disait la députée. Donc, véritablement, pour moi, une opération de communication sur l'intérêt de l'Union européenne, sur, regardez, la convergence. On est en train de voir, voilà, perte de souveraineté, c'est finalement créer des forces européennes. Je l'ai vraiment vu comme une opération de communication en ce sens. Pour montrer, regardez ce qu'on arrive à faire à l'échelle de l'Union européenne, d'où l'intérêt de l'Union européenne et tout ce qui s'ensuit. Exactement. Alors du coup, par contre, face à cette aberration de faire venir des pompiers tout en disant à ceux qui sont sur le territoire, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas vaccinés, il y a des avocats justement qui se sont saisis de l'affaire. Donc moi, je me suis placé... Vous avez des documents là-bas? Voilà, montrez-les-nous. exactement. On a notamment avec David Guyon et Maître Guyon Diane Prota. Et Diane Prota. Voilà, donc avec David Guyon, Maître David Guyon, avocat au barreau de Montpellier, via l'Association de défense des libertés fondamentales, on a saisi, donc on a fait 2 requêtes, donc enfin un référé de suspension pour avoir un référé de suspension en annulation, même si on savait que ça risquait pas d'aboutir, pour dire il y a des feux de forêt, suspendez rapidement l'obligation vaccinale, enfin notamment la suspension des soignants et des pompiers pour qu'ils puissent intervenir. Voilà. Donc là, il y a eu une réponse rapide du Conseil d'État, donc qui a dit, quand ils ont rendu une réponse, on dit, c'est bon, il n'y a plus de feu de forêt. Ce qui n'était pas le cas. C'est pour vous dire le type de réponse qu'il y a quand même au niveau du Conseil d'État. Et une autre requête où on n'a pas d'autre réponse, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'en reviens, pourquoi le syndicat Sud avait saisi notamment la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, c'est vraiment une requête auprès du Conseil d'État pour faire annuler l'obligation vaccinale, où là, on aura peut-être la réponse dans 6 mois, 1 an et demi. Et c'est pour ça que le syndicat Sud avait saisi d'ailleurs tout de suite la CEDH, parce qu'on sait que les voies internes de recours interne sont quand même extrêmement longues. Et avec également donc, une requête à peu près similaire qui était faite donc, par Maître Diane Prota avec l'association Bon Sens, donc requête notamment aux fins de référé liberté, également d'une manière globale contre cette aberration de faire venir des pompiers étrangers quand on a des pompiers sur le territoire formés, disponibles et qui en plus ne vont pas être en contact de patients, quoi. Donc c'était ça l'objectif. Et je reviens, je tiens à redire une petite chose par rapport à ce que disait Virginie Joron tout à l'heure. Ce qui est assez intéressant, là, ce que j'ai essayé de faire dire aux gens, et c'est ce qu'on évoquait l'autre jour dans une émission, docteur, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur l'obligation de vacciner les soignants. Pour moi, il y a même presque 2 débats. On peut parler de la vaccination des soignants, mais il y a un sujet, en fait, il faudrait le distinguer, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, de la suspension. Du statut de la suspension, c'est totalement 2 choses différentes. Parce que l'on discute, tiens, est-ce que les soignants... Ce statut, le grand public n'en est pas au courant. Un, il n'existe pas, et 2, le grand public n'en est pas au courant. C'est ça.
qu'il y ait une discussion en se disant est-ce que des soignants, des pompiers doivent avoir tel schéma vaccinal, parce qu'il y a déjà eu des obligations vaccinales pour d'autres choses sur tel ou tel produit. J'ai envie de dire, je peux l'entendre, même si, on est bien d'accord, je ne suis pas vacciné et que, de par les éléments scientifiques, montrent que celle-ci, j'ai tous mes autres, si j'étais en activité, c'est bien que j'ai tous mes autres schémas vaccinaux de tous les autres vaccins. Mais celle-ci, on n'en avait pas envie. Donc, on peut discuter cela. Mais par contre, quand certains disent qu'ils ne sont pas favorables à ce qu'on puisse être réintégré, mais là, pour moi, c'est vraiment de la perversion. Là, le statut de la suspension, c'est de la perversion. C'est-à-dire qu'il n'y a eu strictement aucune bienveillance de la part du gouvernement français dans ce statut de la suspension. Rien ne leur a empêché de potentiellement prendre un texte, de dire écoutez, on est en crise, on veut éventuellement, on veut imposer ça aux soignants actuellement, ok, pourquoi pas. Par contre, on sait qu'il va y avoir des soignants qui ne vont peut-être pas vouloir la faire. On va faire acte de bienveillance, c'est-à-dire comment est-ce qu'on permet une porte de sortie potentiellement à un soignant. Ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de proposition, par exemple, entre guillemets, de changer de métier, de reconversion. Il n'y a pas eu de proposition de licenciement. Il y a des soignants qui demandent juste, ne serait-ce que ça, que d'être licenciés pour retrouver leur droit au travail. Donc là, on est vraiment sur un statut pervers qui maintient dans une bulle. Aujourd'hui, vous êtes suspendu. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez pas faire autre chose. Vous n'êtes pas licencié, quoi. C'est ça. En gros, notamment dans la fonction publique, ce qui est mon cas, c'est-à-dire que pour les agents de la fonction publique, on a une exclusivité avec notre employeur. Ouais. Donc, en gros, on est suspendu par notre employeur qui ne nous verse plus rien, mais on n'a pas le droit officiellement d'aller travailler dehors. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je pense que vous l'avez entendu parler, que certains, d'ailleurs, soignants, actuellement, commencent à se faire convoquer avec des auditions libres auprès de commissariats ou auprès notamment de gendarmerie. C'est bien de l'audition libre. On a évoqué le sujet, d'ailleurs, l'autre jour avec Maître David Guyon dans une petite émission. Parce que justement, on vient chercher, mais limite pour du travail illégal. C'est-à-dire que des soignants suspendus qui n'avaient plus aucun revenu, qui ne peuvent pas bouffer, qui sont allés travailler, faire des petits boulots à droite à gauche pour essayer, justement, ne serait-ce que pour se nourrir, pour payer leur loyer. Aujourd'hui, et c'est vraiment, ça rejoint ce que disait Madame Joron, il y a vraiment de la chasse à l'homme. Donc des gens qui sont en galère, on vient leur dire, en fait, explique-moi comment ça se fait que tu as éventuellement travaillé à côté alors que tu n'avais pas le droit. Ma seconde activité, j'ai fait, en fait, pour la fonction publique, et c'est mon cas, il faut faire une demande, en fait, de cumul d'activités. Il faut que l'autre activité soit compatible avec notre activité de fonctionnaire. Moi, comme je vous dis, formation extincteur, tout ça, on va dire, une certaine compatibilité. Mais encore faut-il pouvoir en vivre, parce qu'en plus, ça doit rester une activité accessoire, donc ça ne doit pas être normalement du temps plein, ça ne doit pas être un salaire plein, etc. Et ce qui est pervers, c'est que là, en gros, il faut demander à notre employeur qui nous a suspendus si on a le droit d'aller travailler ailleurs, de faire une autre activité accessoire, ne serait-ce que pour manger. Et ça, je pense que juste ce statut-là, au-delà de l'obligation vaccinale, juste ce statut-là, c'est pervers. Il n'y a aucun motif logique, scientifique ou quoi que ce soit qui justifie ce statut-là. J'appelle ça de la perversion. Oui, on met des gens dans une bulle où on vous prive de tous vos droits, même ne serait-ce que d'aller travailler. Je trouve ça purement pervers. C'est comme J'aimerais bien rebondir là-dessus. Assécher les gens, quoi. Oui, C'est profondément juste- pervers. Voilà. Exactement. Alors, une question à Virginie. Madame Virginie Oui, Joron. non, mais On a l'impression que, du coup, le législateur et l'État peut se permettre tout, en fait, qu'on n'est pas, en réalité, dans un état de droit, comme on veut bien nous le dire. Ah ben ça, depuis le début, on voit bien que l'état de droit n'existe plus en France. Et je voulais rebondir sur cette intervention de Pierrick, qui est très intéressante. Et il a raison de dire, la communication qu'ils ont faite pour les pompiers, ils ont fait la même chose avec la crise où on a vu des lits d'hospitalisation qui étaient fermés en France et on allait les transférer en Allemagne. Là aussi, c'était de la communication alors que les cliniques étaient vides. Et votre témoignage est très intéressant. Et en plus, je l'ai dit en début d'émission, j'ai une réponse très ironique de la commission. Et en fait, elle synthétise votre expérience. Je vais vous la lire. Donc, j'ai posé cet été la question écrite à la commission. 15 000 soignants suspendus en France, combien en Europe? 3 réponses. La première, c'est qu'ils ont constaté en avril 2022 que 7 États membres de l'Union européenne avaient mis en place une vaccination obligatoire pour les professionnels de santé ou travailleurs. 7 États membres sur 27, c'est déjà intéressant.
La deuxième, et c'est celle-là qui est très importante et peut-être à transmettre à vos avocats, parce qu'elle est ironique et en même temps elle est inhumaine. Surtout avec ce qu'on vit en France, avec la casse du secteur public hospitalier, où on se plaint, on les voit se plaindre à la télé que il n'y a pas assez de lits, que les urgences sont saturées, que la pédiatrie, il n'y a pas assez de moyens. Et là, l'Union européenne me répond, la suspension du personnel de santé en France n'a pas d'effet sur le droit à la libre circulation des travailleurs consacré à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, ces travailleurs de la santé peuvent toujours exercer des activités salariées ou non salariées dans d'autres États membres, conformément au droit national. C'est pas du foutage de gueule. En France, vous pouvez pas travailler, mais on vous dit, vous savez quoi, vous pouvez aller travailler en Allemagne, vous pouvez aller travailler demain en Belgique, alors qu'en ce moment, le gouvernement est en train de dire que le service hospitalier est en train de mourir et qu'il faut des moyens. Et en même temps, l'Union européenne vous dit, vous savez quoi, pas de problème, au niveau national, vous ne pouvez pas travailler, vous pouvez travailler ailleurs. Je trouve ça scandaleux, ironique, et il faut rebondir sur cette réponse. Il faut leur mettre sous le nez, il faut leur dire, mais attendez, c'est ça l'Europe de demain ? C'est ça, c'est-à-dire on massacre un système qui fonctionnait en France, où on a des gens compétents, où on fait venir, d'habitude on faisait venir chez nous les médecins de Roumanie, et là c'est l'inverse. On nous enviait notre système de santé. Comment ? On nous l'enviait, notre système de santé. Mais aujourd'hui plus personne ne nous l'envie. Aujourd'hui, pour être... par expérience personnelle, demain, vous voulez être hospitalisé en France, vous avez un cancer, vous êtes sur liste d'attente. Il n'y a plus de lit d'hospitalisation. On vit un drame sanitaire en France. Et le fait de vous continuer à vous stigmatiser, à vous discriminer, à vous exclure, c'est la non-assistance en personne en danger. Voilà, aujourd'hui, il faut le dire. Il y a une volonté de casse de l'hôpital. De casse. Et de tout service public en réalité. Et en parallèle, des patients qui n'ont plus accès aux soins. C'est ça la réalité aujourd'hui de la France. Et c'est scandaleux. Et qui plus est, on culpabilise les personnes non injectées, les personnes non suspendues. On les culpabilise. Mais vous le savez aussi. C'est monstrueux. On les culpabilise, mais ça marche moins. Parce qu'aujourd'hui, et je le vois autour de moi, la 4e dose, beaucoup ne veulent pas la faire. Et heureusement que ce pass sanitaire qui, comme je vous le rappelle, est passé par les voies d'ici européennes où le cadre existe toujours jusqu'en 2023. Il existe toujours, le cadre. Mais heureusement, au niveau national, il n'a pas été encore remis en place. Mais l'épée de Damoclès est là. On le voit aujourd'hui, j'ai vu les dernières communications, ils comptent obliger maintenant les plus de 60 ans à la 4e dose. Donc on revient dans le système. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui continuer pour tous ces gens, qui soient 20, 30, 40 000, je ne sais pas en réalité combien ils sont, qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que Mme Rivasi a parlé de 130 000 personnes. Elle a parlé de 130 000 personnes. Donc, c'est vrai que les chiffres sont flous. Moi, je trouve que déjà, d'un point de vue... Voilà, il faut faire confiance à la justice. On a vu pour le professeur Perron une première décision. On ne peut pas faire confiance à la justice, puisque la justice, en appel, casse tous les jugements en première instance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a un conseil constitutionnel, un conseil d'État? Je reste encore confiante en la justice. Et puis le temps fait les choses dans le sens, malheureusement, et là ça va être un autre sujet, les effets secondaires. On le voit aujourd'hui, les statistiques explosent. Les cancers aujourd'hui, le taux de cancer aujourd'hui a explosé également. Malheureusement, le temps est en train de démontrer qu'il y a un problème avec ces effets secondaires. Là, il y a récemment, les troubles menstruels ont enfin été acceptés comme un effet secondaire lié au vaccin. Donc on ose espérer que le reste va suivre. On le voit avec les myocardites. Donc c'est en train de malheureusement d'être pris en considération. C'est un peu lent. Justement, c'est même qu'est-ce trop que dit lent. la Commission de Bruxelles sur ces effets? Alors, comment dire, c'est un sujet tabou. Donc à chaque question, elle dévie. Et les premières réponses, parce que c'est très difficile à faire passer comme sujet. Moi, j'ai posé 2 résolutions. Elle a été mise aux oubliettes tout de suite. En commission, c'est un peu plus difficile parce qu'ils sont obligés de répondre. Et à cette occasion, autour des réponses qu'on a eues, c'est de dire, s'il y a un problème, il faudra se retourner vers l'État membre. Voilà. Et on sait très bien
on l'a bien vu avec toutes les affaires, tous les scandales en France, le temps que ça prend, l'affaire du Mediator, l'affaire du sang contaminé, c'est des dizaines d'années, là c'est trop tard. Mais ceux qui prennent des décisions, ils vivent aussi à un moment donné ces problématiques individuellement ou autour de leur famille. Donc j'ose espérer qu'ils aient le courage, vous l'avez dit, qu'ils aient le courage un petit peu de prendre du recul et d'arrêter de rentrer dans cette spirale infernale et laisser les gens, tout simplement, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'ils les laissent. Moi, je suis pour le choix. C'est la liberté. C'est la liberté. Voilà, je vous l'ai dit, on est ici dans l'antre des valeurs de l'Union européenne où c'est la liberté. Monsieur Monnet et Schuman, voilà. qui sont des démocrates chrétiens et qui justement étaient pour la liberté. Pour la liberté, donc qu'on continue à défendre ces valeurs, continuer sur le point juridique, continuer sur le point, à mon niveau, politique aussi, il y aura des élections à venir, continuer sur l'espace médiatique, il faut que les gens le sachent. Il faut aussi que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et moi, je regrette, voilà, on l'a dit tout à l'heure, je ne veux plus de Karine C qui se suicide. On est ensemble, on reste solidaires, il faut parler, il faut de l'entraide. Si voilà, vous avez réussi des moyens financiers, de l'entraide, si à un moment donné, il faut des cagnottes, si à un moment donné, voilà, pour moi aujourd'hui, on est en mode survie. Cher docteur, est-ce que parmi vos anciens patients qui ont été injectés, y a-t-il des effets Est-ce qu'ils viennent vous voir? Il me contacte, puisque actuellement, je ne peux plus consulter. Quel type d'effet, par exemple? Des douleurs dans certaines parties du corps, parfois des douleurs extrêmement importantes, des thromboses, c'est ce qu'on appelle dans le grand public des caillots, qui peuvent se traduire dans les poumons par de l'essoufflement, des douleurs cardiaques, myocardite, péricardite, des troubles neurologiques, des troubles de la vue, des troubles de l'audition, une grande fatigue, parfois même des troubles digestifs. Les troubles gynécologiques menstruels sont très fréquents. Ces manifestations indésirables liées à des injections sont très très fréquentes, mais elles ne sont pas enregistrées, elles ne sont pas signalées. Comment ça, elles ne sont pas enregistrées? C'est le principe. C'est-à-dire que les patients ne viennent pas voir qui de droit, par exemple? C'est-à-dire que leur généraliste est très réticent à faire un signalement parce qu'il sait très bien que tout le système mis en place freine. Je vais vous poser une question. Pour empêcher ce signalement. Je vais vous poser une question, j'imagine, transgressive. Est-ce que parmi certains de vos collègues, ils ont été incités financièrement à injecter? Je ne peux pas hésiter une seconde en répondant oui à votre question. C'est évident. C'est intéressant financièrement pour tous les médecins qui pratiquent ces injections. Ça génère un profit qui est tout à fait substantiel. Un de mes amis qui connaît bien un médecin généraliste en ville et qui a énormément injecté m'a dit qu'il avait gagné, uniquement aux injections, des dizaines de milliers d'euros. Voilà. Il y a un autre... Donc c'était une affaire d'argent aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Il y a un autre abcès que je voudrais crever, on n'en parle jamais. C'est des différences entre les lots de ces néo-injectables. Ah oui, on n'en parle jamais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que lorsque l'on va, par exemple, vacciner des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle l'élite intellectuelle, eh bien... Des placebos. On va leur proposer un lot sécurisé, voilà, dont on sait très bien... Ça, vous le confirmez, ça? Ça, vous l'avez vu? Écoutez, il y a trop d'arguments de présomption. Parce que parmi ces élites, on n'entend jamais parler d'effets secondaires graves. Jamais. Jamais. On entend dire que Roselyne Bachelot a été malade, mais elle, c'est de la Covid. Ce n'est pas du tout d'une injection. Mais vous remarquerez que, il y a Jean Lassalle qui a dit qu'il a eu des effets secondaires, on ne sait pas du tout. Je crois qu'il a voulu de lui-même avoir le lot qu'on propose à tout le monde. Hein. Mais on a trop d'arguments de présomption pour ne pas pouvoir affirmer cela, qu'il y a des lots très différents. Malgré tout, cher docteur, avez-vous confiance quand même en l'avenir?
Je suis d'un naturel optimiste, battant, résistant. Je me battrai jusqu'au bout, je résisterai jusqu'au bout. Et je voudrais préciser une chose, puisque vous m'en donnez l'occasion, c'est que je ne me bats pas que pour moi. Je me bats pour tous les médecins, pour les soignants paramédicaux, pour les pompiers, pour tout le monde. Parce qu'on ne répétera jamais assez, cette loi est monstrueuse, elle est injuste, elle est infondée, elle n'a pas de base scientifique. Pour moi, c'est une loi qui est disciplinaire. Ce n'est pas une loi sanitaire. Et vous, cher Pierrick, Oui. vous êtes quand même confiant à l'avenir? Vous allez continuer à vous battre? Oui, totalement. Et puis, alors, confiant, comme je dis souvent, je suis optimiste dans le pessimisme. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on tombe encore un peu plus profond. Je vois qu'il y a un ensemble de choses qui vont arriver, qui laissent sous-entendre un ensemble de choses. On avait lu justement des documents de la Commission européenne. Vous avez révélé notamment en avril 2022 où il y a un ensemble de choses. Mais j'ai l'impression que malheureusement, il faut qu'on aille encore un petit peu plus dans le dur pour qu'il y ait davantage une prise de conscience pour qu'on sorte vraiment par le haut après de tout cela. Donc je suis optimiste dans le fameux pessimisme. Je pense qu'il faut qu'on aille malheureusement encore que les populations, notamment à l'échelle, je parle pour la France, quand on voit, malheureusement on a l'impression que la population n'a pas encore, entre guillemets, assez ramassé pour vraiment se mobiliser d'une manière globale. Et surtout, et ça me permet, merci pour la question Mike, ça me permet de rebondir également une chose, s'il y a des soignants qui se sentent désespérés, j'ai envie de dire également, il faut faire ça également pour les enfants. Les adultes, on est la première barrière. En refusant notre vaccination, on refuse également, pour moi, celle des enfants. Parce qu'une majorité de la population en France, et c'est là où en France, on voit quand même qu'à peine 5% des enfants de 5-11 ans ont été vaccinés. Et je me dis, si nous, on ne dit pas nous, non pour la nôtre, comment est-ce qu'on pourra dire non pour la vaccination des enfants ? Donc le fait de dire non à ma vaccination et de me faire suspendre, c'était également un moyen, alors c'est avant tout pour moi, on est bien d'accord, contre cette loi et autres, mais c'est un moyen de dire également non. Parce que si demain vous voulez forcer la vaccination des enfants, c'est inquiétant. On a vu les vaccins de 6 mois à 5 ans là, qui viennent d'être autorisés par le régulateur européen. Donc là, c'est assez inquiétant. Et surtout, comme je dis à certains, je ne sais pas, je crois que vous aviez déjà évoqué le sujet. Je lis un document justement de la Commission européenne d'avril 2022 qui nous dit d'envisager potentiellement la vaccination de la population en primo-vaccination, notamment des enfants. Avril 2022 et 2 septembre 2022, là j'en ai vu là. C'est ça, il y a deuxième qui envisage également, dites-moi si je me trompe, quand on regarde bien également, d'insister, qui appelle tous les États membres à potentiellement prendre des dispositions pour envisager pour cet hiver ou l'automne là, les primo-vaccinations, notamment des plus jeunes, avec l'arrivée des nouveaux vaccins, c'est un ensemble de choses qui m'alertent. Et surtout, en France, on avait eu le Haut Conseil de la Santé publique, pas la HAS, là, le Haut Conseil de la Santé publique qui a diffusé un document en juillet 2022 qui envisage sur le Covid plusieurs scénarios, dont un scénario, je cite, qui, en cas de variant pédiatrique, d'envisager une vaccination rapide et massive des enfants. Donc, c'est tous ces éléments-là, donc d'où l'intérêt en fait de se battre. Je me dis, là, c'est pour les soignants, mais en fait, si on prend à l'échelle plus globale, il faut intégrer également, je pense que nous, les adultes, les soignants, autres, ce combat en fait est vraiment généraliste et vise également aussi à protéger les enfants. Dites-moi, cher Pierrick, là, pour les gens qui nous regardent, comment vous aider ? Alors, d'une manière globale, je ne vais pas parler juste pour moi, pour aider les soignants. Donc, il y a pour vous aussi, peut-être vous êtes membre d'association aussi, comme ça va bon sens, c'est ça ? Alors, donc, faites un peu de publicité. On intervient en fait, donc moi je suis membre d'un collectif qui s'appelle le collectif Libertad, mais nous qui est plus un collectif de citoyens. Vous avez, moi je vous invite, vous avez l'association Bon Sens qui fait pas mal de choses, des recours, avec notamment Maître Diane Prota, donc je les remercie pour tout leur combat. Donc si vous voulez faire des dons à cette association pour les aider, vous avez Maître David Guyon également qui agit avec notamment... Voilà, avec l'association de défense des libertés fondamentales. Vous avez également, donc, pour les effets secondaires, Verity France, qui essaie de se battre. Donc, pour moi, c'est vraiment un combat. Et pour les pompiers, vous avez... j'aurais tendance à dire, et d'ailleurs, si des soignants entendent cette émission, il y a notamment un syndicat qui s'est créé, le syndicat Liberté Santé, voilà, le SLS, où il y a possibilité de faire des dons et qui vient en aide aux soignants, donc soignants et assimilés, on est bien d'accord, donc personnel administratif, des pompiers, et qui vient en aide de par les dons, justement aider
les soignants qui feraient une demande parce qu'ils sont en difficulté financière. Ça ne veut pas dire que ça leur couvre tous leurs frais. Est-ce qu'il y a aussi une aide, par exemple, juridique? Par exemple, comment aider, par exemple, Maître David Guyon et Madame Prota Alors, pour Maître David Guyon, donc c'est via, par exemple, soit en le contactant directement en disant moi, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, je ne parlerai pas spécialement en son nom, mais donc là, la requête qui a été déposée, ça a été déposé notamment par l'Association de défense des libertés fondamentales, la DLF. Donc, si vous voulez faire des dons, cotiser, enfin, apporter votre aide. Voilà, entre la DLF, Bon Sens, Vérité France, que ce soit également le SLS. Voilà. J'ai envie de dire, si vous voulez aider, parce que souvent on a cette question-là, allez faire des dons sur ces syndicats, sur ces associations, et notamment ceux qui veulent vraiment aider financièrement les soignants suspendus, le syndicat Liberté Santé, qui via des antennes réparties sur tout le territoire national, a créé donc un ensemble de plein de petites associations qui vient en aide pour financer justement, pour pouvoir verser des aides à justement des soignants. Il y a quand même dans une le forme cadre de légal. solidarité qui existe Exactement. quand même. Oui, voilà. Et vous, cher docteur? Alors justement, je sais très bien que vous en parliez. Je suis également membre de Bon Sens, je suis membre du collectif Laissons-les prescrire et je suis membre du syndicat Liberté Santé. J'ai été mis en contact avec ce syndicat par Martine Bonner et c'est au sein de ce syndicat qui est actif, qui travaille, qui fait beaucoup de choses, que j'ai été mis en relation avec la personne qui est devenue mon avocate, Maître Linda Simonet, qui est une personne active, dynamique, travailleuse, extrêmement Donc investie. vous avez espoir de retrouver votre... Elle étudie poste. beaucoup de voies de recours. Je ne peux pas détailler cela pour le moment, mais vraiment, je lui tire mon chapeau parce que c'est une personne qui est particulièrement impliquée et qui fait tout ce qu'elle peut pour défendre par toutes les voies possibles les personnes qui lui font confiance. Voilà. Et donc, Merci nous marchons beaucoup. la main dans la main avec Bravo. Maître Linda Simonet. J'en profite pour la Bah, on la saluer. salue, hein. On salue Et- Maître Linda Simonet, si elle et- nous regarde. Et la Donc, remercier de merci tout son beaucoup. investissement. Merci beaucoup, bravo pour votre courage. Vous forcez vraiment l'admiration. Merci à vous, vraiment. Merci, Madame le député, de vous emparer de ce Ah non, sujet. mais c'est d'être une normal, des c'est seules normal. de s'emparer de ce sujet. C'est pour le normal. Merci à vous. Et moi, je trouve ça dingue qu'en 2022, vous soyez dans cette énergie, défendre votre métier. Parce que vous ne l'avez pas dit, mais vous êtes docteur depuis des générations. Ben, oui, c'est tout à fait. Vous l'avez Mon pas- père était Vous vous rendez médecin, compte médecin généraliste en campagne. Il s'est dévoué à ses patients, Bien à sûr. son métier. Et aujourd'hui- Son propre père Voilà. était médecin. Bon, c'est pas tellement une vocation, c'est Une transmission. C'est une transmission, c'est une imprégnation. Mais- Médecin, c'est un art de vivre finalement. Exactement. On vit ça. Et aujourd'hui, cette remise en question de cette profession qui est en vous, alors que je pense que jamais vous auriez pu penser finir votre carrière comme cela. Jamais. Je pense vous aussi. Non plus. Quand on Jamais. vient, on est positif, on est plein d'énergie. Vous faites les plus beaux métiers du monde. Pompier, tout le monde aime les pompiers. Vous aussi, les médecins. Enfin, moi, je trouve ça encore, je me répète, fou, dingue qu'en 2022, on stigmatise, on exclut des gens comme vous. Et c'est pour ça que vraiment, ça me tenait à cœur de vous avoir ici aujourd'hui, parce que le combat, malheureusement, il continue, parce qu'on est face à un mur. Et c'est pas grave, on va essayer, on va continuer, on va percer ce mur, mais on continue. On va y arriver. Et on va y Merci. arriver. Merci Et beaucoup, en encore. tout cas. Merci à à vous. tous. Vous continuez à diffuser cette émission. Vous likez, vous envoyez sur tous vos réseaux sociaux. Merci vraiment. Voilà, vraiment, chers amis, les suspendus, vous avez tout notre soutien. Nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls, sachez-le. Merci à vous. Merci à vous. Merci Trois. de votre Voilà. invitation. Merci. Cette Merci belle pour émission. l'invitation. Merci et au revoir.